Bonsoir Michel Onfray, bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Michel Onfray, vous êtes philosophe, auteur d'une centaine d'ouvrages traduits dans une trentaine de pays à contre-courant de la philosophie traditionnelle. Le dernier ouvrage en date, paru en début d'année, Grandeur du petit peuple, heures et malheurs des Gilets jaunes chez Albin Michel. Vous avez lancé aussi votre web télé. Vous avez fondé l'Université populaire de Caen, fermée. Mais aujourd'hui, dans la droite ligne de l'université, vous innovez. Alors, prévu d'ailleurs avant le coronavirus, vous sortez avec Stéphane Simon, producteur et journaliste, le 23 juin, un nouveau média, papier et aussi sur le net, en kiosque et en librairie, une revue que vous appelez Front Populaire. On la voit ici, en avant-première, la une de ce nouveau magazine, avec en titre « Pandémie, communautarisme, immigration, mondialisation, que faire? Souverainisme ». Alors, Michel Onfray, c'est un nouveau média que vous avez voulu pour les jours d'après, pour le monde d'après. Mais pourquoi ce mot, ces deux mots, lourds de sens, Front Populaire? Oui, d'abord, moi, je partage avec Éric cette idée que la Révolution française n'est pas très belle en 1793. Ceci dit, en 1789, ça commence aussi, on commence à décapiter des gens. Et je n'aime pas qu'on fasse couler le sang pour ces idées, quelles que soient les idées. Et donc, à gauche, on se dit quels sont les grands moments qui ont permis des progrès et qui n'ont pas fait couler le sang. Et je trouve que le Front Populaire est un moment extrêmement intéressant pour ça, c'est-à-dire qu'on a eu les congés payés, on a eu des photos de Willy Ronis que tout le monde connaît, avec des gens qui partaient à bicyclette en tandem, qui découvraient les plages, la mer, et on se dit, tiens, finalement, le bonheur du peuple peut se faire sans qu'on coupe la tête des patrons, des capitalistes, des bourgeois, etc. Et aucune goutte de sang n'a été versée, et on a obtenu des avancées sociales extrêmement intéressantes. Et puis, ça reste quand même quelque chose qui est fait pour le peuple. Et c'est quand même assez rare. Souvent, la politique, elle est faite pour, je sais pas, pour la bourgeoisie, pour le capital, pour l'argent, pour une caste, pour une élite, pour les intellectuels du moment ou ce genre de choses. Et d'un seul coup, le petit peuple, les gens que j'aime, les gens simples, eh bien, on avait des choses à leur offrir. Travailler moins, gagner plus, partir en vacances, accéder à des loisirs, une éducation populaire digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on a estimé qu'on pouvait faire lire les gens, qu'on pouvait leur apprendre à aimer le théâtre, à aimer la littérature, à aimer les grands textes, à aimer ce qui faisait l'histoire de France. Et j'ai souhaité donc utiliser cette expression Front Populaire en deux sens, évidemment. Il s'agit pour le peuple de faire un front, donc c'est une image militaire, on dira, une tactique militaire, même si je viens de dire que je n'aime pas la guerre et qu'on fasse couler le sang. Vous n'aimez pas la guerre, mais vous aimez la force. Oui, mais parfois, il faut... Ah oui, je suis entièrement d'accord, vous avez raison. La force sait où elle va, la violence ne sait pas où elle va. Et je trouve qu'il faut faire face à un front populicide. Populicide est un mot que Éric connaît aussi, parce qu'il connaît très bien la Révolution française, et c'est Gracchus Babeuf qui utilise ce mot-là en disant il y a des gens qui veulent... Pour la Vendée. Le meurtre du peuple. Pour la Vendée. Pour la Vendée, bien sûr. En disant, effectivement, Robespierre et les siens veulent détruire la Vendée, et il y a là un populicide. C'est un mot qui me paraît extrêmement intéressant parce que je pense qu'on se soucie assez peu du peuple. On le flatte, on le cajole, on lui dit il va falloir voter, il va falloir bien voter, vous allez pouvoir choisir qui vous allez vouloir, bien sûr. On va parler de tout ça, Michel Onfray. On a tout le temps effectivement pour parler de tout ça. Je voudrais juste que Éric Zemmour puisse réagir à ce Front Populaire. Alors, c'est très intéressant. J'avais jamais entendu Michel Onfray expliquer vraiment pourquoi ce Front Populaire et pourquoi ce goût et cette affection pour un Front Populaire, pour une révolution de gauche sans goutte de sang. Je reconnais que ça a de la force. Maintenant, deux réflexions comme ça pour animer le débat avec vous, pour commencer. Effectivement, il n'y a pas de goutte de sang, mais le Front Populaire ne prépare pas à la guerre qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire, bien sûr. C'est-à-dire que le pacifisme de la gauche, qui est séduisant, évidemment, qui est touchant même, et vous avez raison, c'est très touchant, les images avec à vélo, et puis même les images, moi je suis fou de certains films de l'époque, à la gloire du Front Populaire. Ben, c'est magnifique, la belle équipe, c'est magnifique. Oui. Donc vous avez tout à fait raison, c'est très touchant. Et en même temps, je me dis toujours, pendant ce temps-là, Hitler armait l'Allemagne, et c'est une des raisons pour lesquelles on va se faire écraser. Il vient de remilitariser la Rhénanie, et à ce moment-là, il n'a pas encore d'armée, vous le savez. Et normalement, la France aurait dû rentrer en Allemagne, rentrer en Rhénanie pour écraser l'armée allemande. Elle le pouvait encore. Donc vous voyez, il y a ce paradoxe entre... Je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Dans l'éditorial que j'ai fait, je suis allé au-devant de ce genre d'argument en disant qu'il était tout à fait audible. Ça reste de toute façon l'Assemblée nationale du Front Populaire qui va voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et d'ailleurs, donc je ne l'ignore pas. Et d'ailleurs, mon cher Michel,
même le Front populaire, dès 37-38, comprend ce que je viens de vous dire, si j'ose dire, et commence à réarmer. Donc vous voyez, ça ne dure pas longtemps leur innocence. Oui. Mais c'est déjà trop tard car Hitler a pris barre et en 1938 on est déjà en retard. Il a déjà une armée supérieure. Donc c'est déjà trop tard. Toute l'histoire de Munich et tout ça. Bon. Maintenant, pour aujourd'hui, je comprends l'intention. J'ai peur simplement que cette expression éloigne les gens de droite. Parce que le Front populaire, ça a une connotation, vous voyez, vraiment de gauche, avec les communistes qui étaient derrière, etc. Je n'aimerais pas que ça les éloignât, quoi. Voilà, c'est tout. Et ça ne devrait pas. Donc c'est ma seule réserve sémantique. Oui. Non, mais d'abord, je souscris absolument à tout ce que vous dites historiquement. C'est toujours impeccable historiquement. Et je souscris absolument à ça. C'est vrai que on peut reprocher ça au Front populaire. Après, il faudrait rentrer dans les détails. Vous avez les radicaux socialistes, et puis vous avez les communistes, et puis vous avez les socialistes. Il faut tenir tout ça dans une même main, en sachant très bien que le Parti communiste français à l'époque, c'est l'Union soviétique. Et évidemment. Et que donc, ça n'est pas un parti, évidemment, je dirais national, mais internationaliste, qui prend ses ordres à Moscou. Exactement. Donc, Léon Blum n'avait pas les mains libres, parce qu'il était tenu par cette alliance qui faisait qu'il était allié, d'une certaine manière, avec l'Union soviétique. C'est pas tenable, c'est pas facile. Et c'est un faible. Ah oui, c'est un fait, bien sûr. Et ce qui est intéressant, parce que ça c'est historiquement, c'est quelque chose d'intéressant aussi, pourquoi les révolutions ont-elles été suivies, sinon d'échecs, du moins de contre-révolutions? Pourquoi 1789 amène, pas parler de Napoléon parce que... Mais ce n'est pas une contre-révolution, Michel. Je suis Il sauve la révolution, sérieusement. Mais je dirais pas Bonaparte, moi je dirais Napoléon. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que... Ah non, pas du tout. Moi, j'ai une passion pour... Enfin, j'ai un intérêt pour Bonaparte, ce que je n'ai pas pour Napoléon. Je vais vous dire. Je peux parler en deux mots. Même si c'est un robespierriste qui continue... Mais bien, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce qui fait que... Et je vais vous dire mieux. J'ai lu pendant le confinement l'histoire de la Révolution par Thiers. Et ça m'a frappé. Deux choses m'ont frappé très vite. Thiers, vous savez, c'est le massacre de la Commune. Donc vous détestez Thiers. Non, mais c'est pas que ça, Thiers, justement. Voilà, justement, ce n'est pas que ça. Voilà. Et il y a un truc très intéressant, c'est qu'il montre, en fait, et j'ai compris grâce à lui, j'avais jamais compris ça, et Dieu sait si j'ai lu des livres sur la Révolution et sur l'Empire, c'est que les guerres qu'on dit de Napoléon, ce ne sont pas les guerres de Napoléon. Ce sont les guerres de la Révolution et ce sont les guerres du Directoire. Je vous assure que c'est exactement la même ambiance, les mêmes alliances avec l'Angleterre qui attise derrière. Napoléon n'a fait que centraliser tout ça et incarner tout ça, je vous assure. Non, mais je souscris à ça, parce que je ne souscrivais pas aux guerres révolutionnaires. Ah, d'accord. Et donc, pourtant, c'est vos amis girondins qui la déclarent, mon cher. Ouh là là, on va parler justement... Mais Jaurès dit que ça n'était pas nécessaire. Dans son histoire socialiste de la Révolution française, il dit que les arguments qui sont donnés n'étaient pas justes, que ces guerres n'étaient pas nécessaires. Mais c'est vos girondins. Non, pas seulement. Si. Non, certains. Robespierre est contre la guerre, mon cher Michel. C'est vrai, non, mais ça, je le sais aussi. Ah, bon, d'accord. Hélas pour mes girondins. Ouais. Alors, messieurs, Jacobin, Girondin, voilà ce qui vous oppose. Mais cette crise sanitaire, messieurs, a remis sur le devant de la scène la nécessité d'un souverainisme français. Au moins sur le plan industriel, tout le monde en parle, pour la production de certains biens, les masques, les médicaments. Est-ce que c'est le grand retour? C'est le titre de votre vue. Est-ce que c'est le grand retour du souverainisme? Il y a quelque chose d'assez singulier, c'est que, mais effectivement, tous les prétendus progressistes ont réussi à salir des mots qui étaient d'une grande beauté. Parce que qu'est-ce qu'un souverain? C'est quelqu'un qui est autonome, qui décide, qui choisit. Qu'est-ce que le contraire d'un souverain? Un esclave. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il ne faut pas être souverain, il vaut mieux être esclave. C'est quand même assez sidérant. Je vous rappelle que l'opération Overlord du 6 juin 1944, ça veut dire suzerain en français, Overlord. On ne le dit jamais. C'est-à-dire que tous ces gens qui veulent absolument être des suzerains, des valets, des gens soumis, des gens dépendants, estiment que, évidemment, quand on veut être souverain, eh bien, c'est pas une bonne chose. Mais moi, il y avait une expression chez les Normands de toujours qui était être sire de soi, seigneur de soi-même, d'une certaine manière. Mais si vous n'êtes pas souverain chez vous, si vous n'êtes pas souverain dans votre vie, si vous n'êtes pas souverain dans votre pays, si vous n'êtes pas souverain dans votre façon de conduire votre propre existence, vous êtes un serf, vous êtes un esclave, vous êtes soumis. Et cette façon qu'a eu le progressisme, mettons ça entre guillemets, de salir des mots comme celui-ci, ou comme populisme. Parce qu'il y a quand même eu un prix populiste qui a été donné à Sartre. Eugène Daby. En 1936, justement. Et c'est lui. Alors maintenant, vous avez vu que ce prix, parce que populiste, c'est pas beau, on l'appelle le prix Eugène Daby. Alors déjà, sur le mot souverainisme. Sartre l'a eu pour le Ah oui, oui, Troya l'a eu également, Bernard Clavel. Et à l'époque, populiste, c'était pas un gros mot. Donc ces gens finissent par faire de mots magnifiques, c'est-à-dire être le seigneur de soi-même, et que le pays soit lui-même seigneur de lui-même, que la France soit maîtresse d'elle-même. On nous dit, mais pas du tout, ce qui est bien, c'est la servitude et c'est la domination. C'est sidérant. Le grand retour du souverainisme. Alors, oui, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'on a compris, là, pendant 2 mois, que tout ce que disait
les gens qui s'affirmaient souverainistes, patriotes, etc. En gros, le camp du non à Maastricht. Voilà, le camp du non à Maastricht qui va de Jean-Pierre Chevènement à Philippe Séguin, à Charles Pasqua, à Jean-Marie Le Pen, à Philippe de Villiers. Ce camp-là, on s'est aperçu que ce sont eux qui avaient raison. Alors que pendant 30 ans, ils ont été brocardés, ridiculisés, insultés, fascisés. Enfin bon, Michel, on connaît tout ça. Vichy, Pétain, ça repart. Voilà, exactement. Hitler, Pétain, on connaît par cœur. Bon. Or, en fait, Michel a tout à fait raison. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? C'est le souverain, c'est le roi. On dit en droit, il a la compétence de sa compétence. Donc il décide ce qu'il dirige et ce qu'il ne dirige pas. Il a un territoire, une population. Il a autorité sur ce territoire et cette population. Et c'est ça le souverain. Et quand il y a la Révolution française, le grand basculement de la Révolution française, c'est que la Révolution française dit le peuple est désormais à la place du roi et qu'il est souverain. Et Michel a 1000 fois raison. La souveraineté, ça veut dire la démocratie. Donc nous priver de souveraineté, ça veut dire nous priver de démocratie. Et ça, on sera 1000 fois d'accord, c'est une évidence. Qu'est-ce qui s'est passé là? On s'est aperçu que le fait de ne plus être souverain, c'était très embêtant. Parce qu'on était d'abord démunis de tout, puisqu'on n'avait pas de masque, de test, enfin on connaît tout ça. Christine m'a entendu tous les soirs récriminer contre ça, donc je n'ose même plus en parler. Si, vous pouvez. Et deuxièmement, on est dépendant. C'est ce que dit, on est esclave. On est esclave de qui? De la Chine, qui, elle, a les usines. Je lisais une interview extraordinaire d'un général chinois, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques jours, qui, avec une arrogance incroyable, ils deviennent incroyables, les Chinois, dit... Ouais, c'est très bien, les Américains ont tout inventé depuis 30 ans, ils ont Google, ils ont Apple, ils ont tout ça, très bien, mais seulement ils n'ont plus les usines, donc ils sont plus capables de fabriquer. Donc c'est nous qui fabriquons. Donc sous-entendu, même les Américains nous sont soumis. Des interviews fantastiques. Imaginez-nous comment ils nous regardent. Et effectivement, des gens comme Emmanuel Macron, mais comme d'autres, soyons honnêtes, Emmanuel Macron n'est que la pointe avancée de 30 ans de progressisme et du monde d'avant, nous avait dit, mais pas du tout, c'est formidable, on va avoir la coopération, on va avoir la liberté, on va avoir, etc. Et on a eu ce qu'on a eu. Maintenant... Je peux ajouter quelque chose. Je vous en prie, Michel. Vous avez raison, et on pourrait ajouter, par exemple, que pour les matériaux rares, qui permettent, par exemple, des vitesses de supraconducteurs, eh bien, la Chine a le monopole planétaire. Absolument. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a besoin de téléguidage de missiles, on a besoin de ces matériaux, et c'est la Chine qui nous les vend. Et si elle ne nous les vend pas, on ne les a pas. Absolument. C'est-à-dire que si on avait l'intention de faire une guerre contre je ne sais qui, eh bien nous ne disposerions pas des vitesses qui nous permettraient de gagner. Cette souveraineté fait que nous avons déjà perdu. Nous avons laissé faire ça, qui est en plus de ça une catastrophe écologique. C'est-à-dire que pour aller chercher ces matériaux-là, il faut fractionner des millions de tonnes de pierres, de roches, etc. Tout ça se fait en Afrique. On pollue l'Afrique. Enfin, les Chinois polluent l'Afrique. On leur laisse le monopole des matériaux qui sont nécessaires à la fabrication des téléphones portables, des écrans, des voitures électriques. Et toutes ces choses-là sont entre les mains de la Chine qui, effectivement, dispose, mais elle joue aux échecs, et très bien, dispose de pièces. Il y a un moment donné où il suffira non pas de dire échec et mat, échec tout court, mais de dire échec et mat. Parce qu'effectivement, sur des terrains comme ceux-là, la souveraineté alimentaire, la souveraineté médicale, la souveraineté sanitaire, mais la souveraineté même culturelle, toutes les souverainetés, la souveraineté des voyages, ils achètent des ports, ils achètent des aéroports en Europe. Et tout ils font exactement comme ont fait les Américains après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Et ils imitent tout. Oui. Mais on va avoir un gros problème, cher Michel, parce que quand vous dites il faut le retour de la souveraineté et que vous dites Front populaire, je vous mets, pas en garde, mais je vous alerte sur un point. Évidemment que cette mondialisation, cette désouveraineté, si l'on peut dire ainsi, de tous nos pays, a été voulue par les grandes industries, les élites financières, tout ça, parce qu'elles ont gagné beaucoup d'argent sur ce décalage entre l'industrie en Chine et puis les ventes en Occident. Ça, on sera d'accord. En revanche, je vous mets en garde sur un point. C'est que les classes populaires elles-mêmes sont droguées au prix bas. Christine m'a déjà entendu ça, ma diatribe sur la consommation. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce sont les classes populaires qui sont... qui n'acceptent pas d'acheter quelque chose pour 1 euro de plus. On les a habitués à acheter... Non, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix, cher Michel. Non. Ils ont aussi des habitudes consuméristes. Ils vont acheter 10 t-shirts au lieu de 2. Parce que c'est pas cher, parce que c'est fabriqué en Chine. Ils vont acheter des écrans plats, ils vont acheter tout ça. On les a habitués à... Et c'est comme l'agriculture. Vous savez bien, le drame de notre agriculture, vous savez ça mieux que moi, c'est que justement, on n'achète plus au prix
qu'il faudrait, et que donc on pollue, on importe, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie éducation à faire, puisque vous aimez l'éducation du peuple, il y a une vraie éducation pour expliquer aux gens qu'il faut se dédroguer, enfin se déshabituer, se désintoxiquer des prix bas. Michel Onfray. Oui, mais ils n'ont pas le choix, les pauvres, les gens pauvres. C'est-à-dire que quand vous avez un salaire de misère et que... Oui, mais ça c'est du misérabilisme, Michel. Mais pas du tout. Si, parce que c'est pas seulement qu'ils n'ont pas le choix. Tous les trois autour de ce plateau, quand nous allons dans un magasin... On ne compte pas. Pardon ? On ne compte pas. Vous avez raison. Ça nous fait plaisir, on dit j'aime pas, etc. Puis après on dit ça coûte combien, ça, on va payer. Vous avez raison. Nous sommes des riches. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un pauvre ? Un pauvre, c'est quelqu'un qui commence par se dire est-ce que je peux d'abord rentrer dans ce magasin ? C'est vrai, c'est vrai. Il y a des magasins à Caen où on peut s'acheter un thé avec un petit gâteau. Plein de gens ne peuvent pas se permettre ça. Un gâteau, un chocolat, un thé ou un café, les gens ne peuvent pas. Donc vous avez des magasins, on le sait bien, on ne va pas donner des noms, mais vous avez des magasins qui sont spécialisés pour les pauvres d'une certaine manière, où on trouve des gens qui vont acheter à prix bas des choses la plupart du temps immangeables. Parce que si ça coûte pas cher, c'est la plupart du temps que ça n'est pas de qualité non plus. Donc ils n'ont pas le choix parce que le pouvoir d'achat d'un pauvre, c'est pas une intoxication, c'est que le pouvoir d'achat du pauvre ne lui permet pas autre chose. Mais comment on en sort justement ? Mais parce que justement, j'allais vous dire, je pense que il y a aussi le matraquage publicitaire. C'est-à-dire que les gens qui ont des revenus modestes ne savent plus, et on les comprend, il y a une pression publicitaire, il y a leurs enfants qui leur disent il faut acheter ça, il faut acheter ci, et ils vont acheter en masse parce que c'est moins cher, et alors qu'il faudrait acheter moins et acheter plus de qualité. Alors, je sais que c'est très difficile, ça fait Madame la Comtesse qui vous dit qu'il faut manger moins, etc. Pas du tout. Mais je pense que... C'est la logique de mon père, qui était ouvrier agricole. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Et qui disait, on achète une paire de chaussures tous les 5 ou 6 ans, mais c'est d'extrême qualité. Mais j'allais vous dire ça. Moi, j'ai été élevé comme ça. Oui, bien sûr. Mon grand-père raisonnait comme ça. Mon père raisonnait comme ça. Il y avait des copains au boulot qui lui disaient, qui avaient des chaussures de basse qualité. Mais les gens ne raisonnent plus comme nous, comme nos pères et nos grands-pères. 5 paires de chaussures pendant que mon père en avait qu'une. Voilà. Mon père n'avait pas froid aux pieds parce que c'était de qualité, et les autres avaient des godasses qui étaient ouvertes, qui étaient foncées, etc. Donc vous voyez que c'est une éducation. Éduqué à ça. C'est-à-dire l'éducation. Moi aussi, j'étais éduqué. Est-ce qu'il faut éduquer le peuple aujourd'hui à ça ? Mais quand on n'a pas mais le problème, c'est qu'ils ont été matraqués. On achète de la qualité. Simplement, il faudrait. Il y a des endroits, 500 millions de consommateurs, je ne sais plus combien le chiffre, plusieurs millions de consommateurs, où on vous dit ce qu'on peut acheter, pas acheter, ce qu'il faut laisser de côté, etc. C'est l'éducation du consommateur qu'il faudrait opposer au matraquage publicitaire. Oui, il y a du matraquage publicitaire. Oui, il y a un consumérisme qui est rendu désirable parce qu'il faudrait changer de téléphone, parce qu'il faudrait, etc., etc. Mais on n'a pas non plus toujours le choix. Moi, l'autre jour, j'avais des problèmes avec mon ordinateur et on me dit « Ah, mais monsieur, on ne peut plus faire de mise à jour de votre ordinateur. » Je dis « Il marche très bien, sauf que c'est contacter, décontacter, contacter, décontacter. Quand on tape, c'est quand même problématique. » On m'a dit « Il faut changer d'ordinateur. » Donc tout ça s'oppose au souverainisme, le libéralisme, la mondialisation, le capitalisme, les élites elles-mêmes. C'est fait pour. Mais parce que nous pourrions produire. Non, c'est fait pour. Éric Zemmour c'est fait pour. C'est fait pour. Je veux dire, on a organisé un système qui a favoriser l'hyperconsommation à prix bas et qui a délocalisé la fabrication. Les Allemands n'ont pas fait ce choix. On s'est moqué des Allemands pendant 20 ans, on les a traités de ringards, etc., et de rapias, de tout ce qu'on veut. Il n'empêche, il faut reconnaître qu'au moins eux, ils ont gardé une industrie. Alors que nous, on l'a bazardé. Et on a vu le résultat, là, dans le coronavirus. Donc il faut reconnaître ça, avec une idéologie libérale, ordolibérale, qu'on peut critiquer. Mais honnêtement, il faut leur rendre hommage. Ils ont gardé une industrie, alors que nous, nos élites, ont été complètement fascinées par le modèle, vous savez, imbécile de le mot de Sèche-Turuc, les industries sans usine, et autres fadaises, société des services et tout ça. Non, nos élites françaises sont très coupables. Et Michel a raison. Elles ont éduqué le peuple à s'habituer à ces prix bas, à ces produits de mauvaise qualité, et après on leur dit « Ah ben on peut plus faire de protectionnisme, vous comprenez, les prix vont augmenter. » Produits toxiques, moi je me souviens à l'époque où je travaillais dans un jardin de réinsertion, où quelqu'un avait acheté des chaussures à un des ouvriers, et bien ces chaussures lui ont mis les pieds dans un état incroyable parce que la colle chinoise était toxique. Ça ne coûtait pas cher, mais c'était simplement toxique. Et qu'est-ce qui s'oppose alors au souverainisme aujourd'hui ? Ah ben... Qu'est-ce qui s'oppose Pas au-delà de ce dont on a parlé cette justement. Cette espèce de mondialisme généralisé. Qu'est-ce qui nous manque ? Mais par exemple, je vous raconte une histoire que m'a rapporté Hervé Morin, qui est le président de la région. Il a voulu absolument qu'en Normandie, tout le monde, un maximum de gens puissent avoir des masques. Il y a quelqu'un dans la Manche qui lui dit « Moi, je peux les faire, je peux produire très vite et très bien tous ces masques. » Il dit « Formidable, allons-y. » 10 jours plus tard, les Chinois arrivent en lui disant « Faites-nous sous-traiter vos masques.
Nous allons vous les faire pour beaucoup moins cher et vous allez gagner beaucoup plus. Voilà, vous avez entendu? Moins cher. Complètement. Moins cher. Donc lui, il fait quoi, ce producteur de masques dans la Manche? Il dit, mais moi, je suis souverainiste. Je vais les faire, moi. Je ne vais pas demander à la sous-traitance chinoise parce que, d'abord, je veux qu'on puisse continuer à travailler en Normandie, au pays, avec les gens qui sont les miens, qui travaillent avec moi, etc. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire quand vous dites, mais maintenant, le marché, il est planétaire, et que vous dites, je vais prendre le moins 10 ans. J'ai, je ne sais pas quoi, de la maçonnerie à faire dans ma maison, je restaure quelque chose, je demande le moins 10 ans. Il est bien évident que l'entreprise qui ne paiera ni charge sociale, qui ne paiera aucune congé, aucune retraite, aucune assurance maladie, va pouvoir être extrêmement performant, pendant qu'un autre dira, nous ne pourrons pas. Si vous mettez en concurrence des enfants indiens ou des enfants marocains et puis des adultes qui sont des travailleurs français, il est bien évident que le travailleur français, on va le mettre au chômage parce qu'on va vouloir sous-traiter, parce qu'il faut faire de l'argent. Donc c'est le libéralisme qui évidemment déteste le souverainisme et a décidé qu'il fallait salir ce mot-là, qui veut un gouvernement planétaire. Ce qu'est l'État maastrichtien, c'est un État totalitaire, puisqu'il y a comme une espèce d'homogénéité, de totalitarisme idéologique, etc., qui vise... Lisez Jacques Attali, il a dit qui gouvernera le monde. Il a publié un livre dans lequel très précisément il dit notre objectif c'est le gouvernement planétaire. Éric Zemmour. Oui, là-dessus, on est tout à fait d'accord sur leurs intentions et sur leurs objectifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, je vous répète, ça va être très compliqué parce qu'il y a des intérêts objectifs. C'est-à-dire c'est pas seulement les élites industrielles, financières, etc. qui ont intérêt, c'est aussi les classes populaires. Et en plus, on a organisé un système pour continuer à arroser d'allocations sociales, etc., qui est payé par la dette, qui est payé sur des impôts et sur des contributions sociales très élevées, qui font que les entreprises ne veulent pas relocaliser en France. Et donc il va falloir vraiment il faudrait tout reconsidérer. Et reconsidérer aussi ce système d'État-providence. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Moi, je pense que la solution, c'est la préférence nationale, c'est-à-dire que la seule solution, c'est de réserver les allocations aux Français et non pas de les distribuer comme ça au monde entier. C'est la seule façon de pouvoir réduire ensuite les cotisations sociales, les impôts, etc. sur les entreprises et sur les gens. Mais c'est un débat qui est global et qu'il faut vraiment prendre dans sa globalité. Votre regard, Michel Onfray, je vous sens interrogatif sur sa réaction. Oui, moi je pense que par exemple l'ISF est tout à fait défendable. Aujourd'hui on dit ça rapporte rien. Alors si ça rapporte c'est vrai, ça rapporte rien. Faisons-la, ne serait-ce que symboliquement. Mais quel intérêt? Non, ça rapporte de l'argent, contrairement à 2 milliards. Non, mais pardon. 2 milliards. Oui, ben voilà, et puis on les prend là. Mais c'est rien du tout 2 milliards. On les prend ailleurs, symboliquement aussi. C'est aussi une façon de dire... Je suis pas d'accord avec vous. Non, mais quand il s'agit de prendre 5 € à l'APL des étudiants, on trouve les moyens d'aller fouiller dans la poche des étudiants. Michel Onfray, vous ne répondez pas à la préférence nationale? Ah oui, comme il y a... Ah non, mais je vais répondre à ça. Mais allez-y, finissez, Michel. J'ai perdu mon idée seulement. On était sur... non, vous disiez qu'il fallait faire l'ISF. Les 5 € et l'ISF. Il fallait l'ISF. Oui, et puis, par exemple, allez voir du côté des paradis fiscaux. C'est qu'il y a quand même quelque chose de sidérant, c'est qu'aujourd'hui, on sait qui met de l'argent dans les paradis fiscaux. Il y a une fuite terrible. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans les 2 milliards. Hein. Non, ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. On se dit, tout cet argent qui s'en va... Et finalement, on le laisse partir, il n'y a aucun problème. Avec cette espèce de théorie du si on est obligé d'aller regarder chez ces gens-là, on va les perdre, on va perdre des ventes de voitures, je ne voulais pas donner des marques, mais des voitures de luxe, des produits de luxe, ces gens-là n'achèteront plus, et puis ça va être la pauvreté, c'est-à-dire si on ne permet pas aux riches de rester riches, ça va être la pauvreté pour la nation. Ce que je ne crois pas. Simplement pour ça, il faudrait éviter par exemple que le patron du Luxembourg puisse être le patron de l'Europe quand il est en fait le patron d'un pays qui est un paradis fiscal. Donc il y a des espèces d'extraterritorialité dans cette Europe où on peut planquer de l'argent sans difficulté et on ne fait rien contre ça. Des gouvernements essais. Il n'y a pas d'essais. Éric Zemmour. Moi, je voudrais vous répondre parce que je suis en désaccord avec vous sur ces points. Premièrement, pour l'ISF. C'est 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards, c'est ridicule. Vous avez vu le plan européen, c'est 750 milliards. C'est aussi ridicule pour les riches. C'est rien du tout. Non, parce que l'impôt sur la fortune... Quand vous prenez une poignée d'argent dans la piscine de Picsou... L'impôt sur la fortune est un faux impôt sur les riches. C'est un impôt sur les faux riches. C'est un impôt sur les gens qui ont 2 appartements à Paris. C'est tout. Les vrais riches, ils ne sont pas touchés par l'ISF. Ils n'ont jamais été touchés par l'ISF. C'est pas faux. Deuxièmement... C'est pas des faux riches. C'est 2 façons d'être différentes. C'est des demi-riches.
Non, non. On a 2 appartements. Non, mais c'est vrai, les vrais riches, ils ont... 2 appartements à Paris, on est riche. Oui, mais parce que le prix de Paris est fou. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Donc, deuxième chose. Non, mais je ne veux pas opposer les riches les uns aux autres. Attendez. Non, si, moi, si. Payer. Non, je ne suis pas d'accord parce que ce que j'appelle les faux riches, c'est la classe moyenne supérieure. Alors que les vrais riches, eux, c'est les vrais milliardaires, ils ne sont pas touchés par ça. Et deuxièmement, Ils ne sont pas touchés par ça parce que leur argent est dans les ailleurs. paradis fiscaux. Paradis fiscal, d'accord. Mais s'il y a un paradis fiscal, c'est qu'il y a un enfer fiscal. Eh oui, c'est que on impose trop. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle de la fraude fiscale. Très bien, il faut condamner la fraude fiscale et il faut essayer de rappeler l'argent. Mais il y a aussi la fraude sociale. Ah oui. Vous avez vu, j'en ai déjà parlé, le magistrat Prats qui a établi à 40 milliards d'euros par an la fraude sociale avec 2 millions de fausses cartes vitales, avec des gens qui se font payer leur retraite en Algérie alors qu'ils ont 100 ans, qui sont morts depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut passer sur tout, il faut voir sur tout. Et on a un système qui est contre-productif parce qu'on a les charges contributives les plus lourdes, on a les prélèvements obligatoires les plus lourds. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. On ne peut pas se dire on va attaquer les riches. Les riches, ils sont barrés et ils ne reviendront pas si on ne fait pas quelque chose. Vous voyez ? Attaquer les riches, c'est dire qu'effectivement, il y a des injustices fiscales et qu'on pourrait travailler sur ces injustices fiscales. Bien sûr. Donc il faudrait simplement un gouvernement qui ne fasse pas le jeu des Maastrichtiens en estimant que l'argent ne fait pas la loi, mais que l'intérêt national, le bien public, par exemple, pour pouvoir payer des hôpitaux, des écoles, etc., des infrastructures. Moi, je paie beaucoup d'impôts, je trouve ça très bien. Mais oui. Je dis simplement, ça passe où ? Mais je vais vous dire où ça passe. Quand je prends l'autoroute, je suis obligé de repayer. Quand je vais à l'hôpital, je suis obligé de repayer. Je vais vous dire où ça passe, cher Michel, parce que ça, je l'ai déjà dit. Christine m'a déjà entendu. Pas seulement Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle de la gauche. Éric, oui. Pardon. Ça passe dans les allocations. C'est-à-dire que nous sommes un système, Christine m'a déjà entendu dire ça, qui verse beaucoup d'argent, on est le plus généreux aux gens, et non pas dans l'investissement. Vous avez tout à fait raison, dans les hôpitaux, etc. Et on en revient à mon histoire de préférence nationale. On dépense beaucoup. Familiale, il faut revoir ça aussi. Oui. Vous savez, trouve pas, moi, j'ai pas d'enfants, mais je veux dire, j'aurai des enfants. Je trouverais anormal de toucher des allocations familiales. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit indexé. Non, mais ça, c'était dans le cadre d'une politique familiale, parce qu'on était un pays, justement, vous parlez du Front populaire, on était un pays qui ne faisait plus d'enfants depuis le 19e siècle. Pour la natalité. Voilà. On n'y est plus. On n'est plus dans cette logique-là. On fait très peu d'enfants, vous savez. Non, mais je veux dire que quand, je sais pas, j'oublie leur nom, Arnaud, par exemple, où ces gens-là peuvent avoir des allocations familiales, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Non, parce que je vais vous dire que c'est l'universalité du système. Non. C'est pas pour redistribution. Et en plus, vous connaissez le chiffre que j'ai déjà donné. L'universalité, elle est inéquitable. Non, c'est pas vrai, Michel, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. La politique familiale ne doit pas être là pour de la redistribution et pour réduire les inégalités. C'est un autre objet. Si. Et en plus, vous savez que la CAF, j'ai déjà donné ce chiffre aussi, 42%, toujours selon ce magistrat, 42% des versements de la CAF sont versés à des étrangers. À des personnes nées à l'étranger. Exactement. Précis. Mais oui. J'ai pas dit d'origine étrangère, j'ai pas dit que leurs parents étaient étrangers. J'ai pas dit français d'origine étrangère. Ça peut être 42%, Michel. Donc vous voyez, il y a un vrai sujet. Il faut arrêter le vrai sujet, c'est d'indexer ces allocations sur le salaire des gens. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que dans ce cas-là, les gens aisés ne voudront plus payer. Payer quoi ? Le payer parce que qui paye pour les allocations familiales ? C'est les gens aisés dans ce cas-là. Ils ne voudraient plus contribuer. Et donc la sécurité sociale n'aura plus de légitimité. Ah non, mais ça, on refonde complètement le système, et on dit c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je pense que le peuple... Mais c'est déjà, vous êtes d'accord avec Hollande ? C'est Hollande qui a fait ça. Pourquoi pas Non, mais si Hollande a de bonnes idées, je ne suis pas gêné, moi. Regardez, par exemple, quand on ne respectait pas le confinement, c'était 135 € pour tout le monde. C'était 135 € pour un milliardaire, et 135 € pour une femme de ménage. Vous allez me dire, c'est ça l'égalité, c'est ça l'universalité. Chacun comprendra bien qu'en termes de pourcentage, cette même somme, elle est profondément inégalitaire. Mais c'est tout à fait ça. Mais vous rentrez dans une logique folle, vraiment, alors là, tyrannique. Mais pas du tout. Mais si, vous allez tout mettre selon les revenus. Ben oui. Vous vous rendez compte ? Ben oui, mais ça me paraît normal. Ça me paraît très normal qu'on considère effectivement qu'un smicard puisse avoir droit à plus qu'un milliardaire. Alors, mais il est déjà plus. Il y a énormément de redistribution, Michel. Le revenu universel, je n'étais pas d'accord pour cette raison-là non plus. Parce que j'estime qu'il vaut mieux donner 10 fois un revenu universel à un pauvre. Mais il a déjà plus.
Avec toutes les allocations qu'il y a, il y a déjà plus. C'est l'égalité, c'est pas l'égalitarisme. Je pense qu'il faut cette équité fiscale pour faire une équité sociale. Je pense que la différence, c'est là notre désaccord, c'est pas entre les riches et les pauvres, c'est entre les Français et les étrangers. Il faut redonner une préférence aux Français. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on avance et qu'on parle un petit peu de la gauche. Certains Nous considèrent... en parlions. Oui, bien sûr, bien sûr. On parlait de la gauche, on parlait du souverainisme. Mais là, certains considèrent que le souverainisme, le mot souverainisme comme un mot dangereux. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Il rime avec populisme, nationalisme, totalitarisme. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que la gauche peut communisme encore... et socialisme, si vous voulez aussi. Oui, on est d'accord. Mais on est d'accord. Et pourquoi aujourd'hui les courants souverainistes, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Florian Philippot, sont-ils essentiellement portés par la droite? Est-ce que la gauche elle peut encore incarner le souverainisme? Michel Onfray. Il y a cette idée que si Marine Le Pen dit quelque chose, ça doit être forcément une mauvaise idée et que ça doit être totalement faux. Donc il y a des gens, y compris à gauche, qui sont souverainistes mais qui me disent « je ne le dirai pas parce que ce mot est toxique ». Et je suis populiste, mais je ne le dirai pas parce que ce mot est toxique. Je dis, mais soyez libres. Et puis, désencrasser les mots quand même. Il ne faut pas se laisser voler le mot souverainiste. Alors, ça veut dire quoi? Que la gauche, finalement, parce qu'elle ne veut pas être souverainiste, a envie finalement d'être, je presque dire, esclavagiste. C'est-à-dire faire l'éloge de la soumission. Est-ce que c'est ça la proposition? On voit bien qu'il y a des gauches. Et qu'il y a une gauche libérale qui, elle, de toute façon, a intérêt à ce qu'on ne soit pas souverainiste parce qu'elle vise le gouvernement capitaliste mondial et planétaire, et une autre gauche qui, hélas, est représentée par soit des doctrinaires de l'extrême gauche, de lutte ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste. Il ne veut pas savoir s'ils sont souverainistes ou pas souverainistes. Ils sont internationalistes. Ils veulent la révolution pour tout le monde demain. Bon, voilà. Et puis après, on a quoi? On a un parti communiste qui est à la traîne de Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même est à la traîne de lui-même parce que Jean-Luc Mélenchon se dit quelle est la bonne stratégie. Je veux être président de la République, je veux être calife à la place du calife. Pendant plus de 20 ans, il a défendu Maastricht, et puis d'un seul coup, il se dit, est-ce que pour une stratégie électorale, il faut être pour le souverainisme? Parce que si je suis un peu gaulliste, un peu gaullien, ça marche, que donnent les instituts de sondage? Ouais, cette fois-ci, je vais faire une campagne gaulliste. Puis après, on dirait, on va faire autre chose. Est-ce qu'il faut aller voir du côté des islamo-gauchistes ou je ne sais quoi? Si on avait une gauche de conviction, si on avait une gauche d'idées, si on avait des gens à la tête de ces gauches-là qui ne soient pas là pour la carrière, pour dire je veux être chef de l'État, mais qui se disent simplement avançons avec un certain nombre de propositions, le souverainisme pourrait être quelque chose de tout à fait défendable. Je vous rappelle que ce gros mot, il y a 6 mois, Geoffroy Roux de Bézieux aujourd'hui dit qu'il est formidable. Raphaël Glucksmann, qui était à la tête du Parti Socialiste, en fait de la liste européenne pour le Parti Socialiste, nous dit que ce mot-là est extraordinaire. C'était Éric Zemmour. Pardon? Allez-y, finissez, Michel. Non, mais vous avez raison. Oui, vous dites qu'effectivement, le MEDEF... Que maintenant, ils le reprennent tous. Ensuite, je dis que ce qui était un gros mot est devenu quelque chose de peut-être... Et le chef de l'État aussi. Et que la gauche aurait peut-être intérêt, oui, chef de l'État, en disant, lui, mais comme c'est en même temps. C'est le souverainisme de la France et le souverainisme de l'Europe en même temps. Et voilà. Non, parce que si c'est le souverainisme de l'Europe, c'est pas la France. Si c'est le souverainisme de la France, c'est pas l'Europe. Mais c'est du Macron. Hein. Voilà, exactement. Là, on est d'accord sur ce dernier point. Il vous appelle, attention. Oui, alors... On finira par savoir... Vous aussi, vous m'appelez de temps en temps, on peut discuter. Est-ce que la gauche peut incarner le souverainisme? Alors, justement, moi je pense qu'il y a un problème fondamental avec la gauche. C'est-à-dire que, pour 2 raisons. La première, c'est que la gauche est fondamentalement libérale et universaliste. Et c'est-à-dire que libérale, vous savez très bien Michel, la gauche, le libéralisme est né à gauche. Vous savez bien. Non. Il naît contre l'Église. Ah si, je vous assure, il naît à gauche. Ah ça, je suis sûr. Mais vous allez voir, vous allez être d'accord. Ils sont à gauche contre le roi. Mais ils sont pour la liberté. Voilà. Ils ne sont pas contre le roi. Mais oui, ils sont contre le roi, contre l'Église. Pour la liberté. Contre les conservatismes. Il y a un colbertisme auquel ils s'opposent. Ah non. Il y a une gauche colbertiste, c'est pas le problème. On en parlera après si vous voulez. On est d'accord, bien sûr. Non, mais la gauche est au départ libérale. Puisqu'elle naît, le libéralisme naît à gauche plutôt. Parce qu'il y a des gauches qui ne sont pas libérales, mais le libéralisme naît à gauche. Et ce n'est que le communisme, depuis 17, qui a renvoyé le libéralisme à droite. Aujourd'hui, il n'y a plus de communisme, le libéralisme est revenu à gauche. D'ailleurs, Emmanuel Macron est libéral et est de gauche au départ. Oui. On est d'accord là-dessus. Même et il y a une alliance entre eux, et même encore, on est d'accord gauche libérale. Très bien. Il y a une gauche libertaire qui est, voilà, la vôtre, sauf que vous êtes une exception, vous, Michel. Parce que votre gauche libertaire a pactisé
avec la gauche libérale depuis une quarantaine d'années. Les uns défendant le marché. Alors pour moi, c'est pas ceux-là. Vous pensez à Cohn-Bendit? Bien sûr. Ah non, bien sûr. Mais c'est pas celle-là. Non, mais je comprends que vous les reniez aujourd'hui parce qu'ils vous renient aussi. Non, je les renie. Donc vous êtes à égalité. Ah non, je les renie pas aujourd'hui. Mais terminé, Éric Zemmour. Au départ, vous êtes ensemble, si j'ose dire. Au départ, vous êtes ensemble. Vous êtes dans une gauche libertaire qui veut le progrès de l'individu, et ce progrès de l'individu est récupéré par le marché. Et si vous voulez, on voit bien que ces deux gauches-là dominent depuis 30 ans. Alors évidemment, aujourd'hui, vous sortez de ça. On va en parler après, j'imagine, sur la France, etc. Mais vous sortez de ça parce que vous avez compris certaines choses. Parce que vous voyez les ravages que ça fait sur le peuple, sur les classes populaires. Et parce que vous êtes resté près de ces classes populaires, dont vous êtes, et vous êtes resté près de ces gens-là. Et donc vous voyez les ravages que ça fait. Mais depuis 92, moi j'ai voté non à Maastricht. Mais je sais bien. Mais quand je parle de l'alliance entre la droite libérale et la droite libertaire, c'est à partir des années 70, 80, etc. Oui. Donc, et là, vous, en 92, vous dites stop. Mais il y a d'autres qui n'ont dit jamais stop. Mais il n'empêche qu'il y a cette alliance. Je le dis parce que l'occasion m'est donnée avec le traité de Maastricht. Très bien. Mais on est d'accord. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une alliance et que je pense qu'aujourd'hui, la gauche est devenue, à part quelques exceptions personnelles, et à part des gens qui essayent effectivement de concilier, comme il y a 2 siècles, le patriotisme et la gauche. Il y a la gauche patriote, il y a des gens qui sont très respectables et qui essayent de concilier ça. Mais je pense que c'est mort. C'est-à-dire que je pense que le gros de la gauche a renoncé à la nation, a renoncé à la patrie, a renoncé donc à la souveraineté, et qui sont dans une logique soit individualiste, soit mondialiste. Et que cette alliance entre l'individualisme et le mondialisme a tué tout rapport de la gauche avec la nation. Ça me désole, hein, ça me désespère, mais je pense que c'est irrécupérable. Donc la gauche ne peut pas être souverainiste. Voilà. Sauf des excès, vous avez compris. Quand avec Stéphane Simon, on a démarré cette revue, on s'est dit qu'il fallait réunir les souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs. Surtout et d'ailleurs. Parce qu'effectivement, c'était trop simple de dire, enfin c'est ce qu'aujourd'hui dit, je sais pas quoi, le Charlie Hebdo, tous ces gens-là, je suis un fasciste, je suis DA, je suis Doriot, bon d'accord. Ah oui, vous avez pris cher. Non mais ça m'a amusé parce que j'ai l'habitude moi aussi. Oui, donc je prendrai cher encore. Mais je veux dire qu'il y a, j'ai encore perdu mon idée là pour le coup. Non, on parlait de la gauche. Non, il nous fait sourire. C'est pour ça qu'on parlait de la gauche et du fait que la gauche, selon Éric Zemmour, ne peut pas être souverainiste. Oui, pardon, c'est ça. Alors que vous voulez réunir les souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs. Et je voulais m'expliquer sur le mot d'ailleurs parce que on peut pas continuer à penser en termes de partis. Dans le genre, le Parti Socialiste, l'aile droite du Parti Socialiste, l'aile gauche du Parti Socialiste, la France Insoumise. Alors la France Insoumise d'un Mélenchon comme ceci, puis d'un Mélenchon qui change, puis d'un Mélenchon qui change encore. Tout le monde en a assez de cette gauche-là, de la gauche, de lutte ouvrière ou du nouveau parti anticapitaliste. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui ne votent pas, qui ne votent plus, qui votent n'importe quoi, qui votent pour le parti animaliste. Autant que le Parti communiste. Les gens qui disent « mais la politique m'intéresse tellement que j'arrête de voter », puisque les dés sont pipés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire cette union-là, non pas avec les partis, non pas avec Marine Le Pen, Philippot, ou Chevènement, je sais pas, ça m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est de le faire avec des gens qui nous disent « mais nous, on a envie de dire des choses ». Et il y a plein de gens qui viennent au Front Populaire. Je vous assure, j'étais tout à l'heure on est en train de travailler à ça. Des Tunisiens, des Italiens qui disent mais nous on veut faire la même chose, ça nous intéresse, etc. Simplement parce que les gens disent mais le peuple a des idées qui ne sont pas les idées de François Hollande, de Raphaël Glucksmann, de Mélenchon, tout ça. C'est en dehors des partis. C'est en dehors des partis avec une base. Là, par exemple, on a un paysan formidable qui fait un blog qui s'appelle L'Agri, qui dit des choses extraordinaires sur la paysannerie, qui dit des choses formidables sur la ruralité. Il nous dit, mais moi j'ai des copains, des bouchers, des boulangers qui ont des choses à dire, des maraîchers. Je dis, formidable, amenez tous ces gens-là. C'est le génie du peuple. Et après qu'on se fasse insulter, traiter de nazis, de Doriot, etc., bon, faut éperdument. Moi, j'ai pas envie d'être Adolf Hitler, ça m'intéresse pas du tout. Ni même d'être le président de la République, s'il faut le dire et le dire encore. Non, je crois qu'il y a une gauche populaire qui n'est pas dans les partis, mais qui est simplement là où des gens font des choses en girondin, là où ils sont dans des campagnes, quand ils rouvrent par exemple une épicerie. Ça, c'est une façon pour moi d'être de gauche libertaire, et surtout pas, et vous avez raison de distinguer, surtout pas la gauche libertaire des Cohn-Bendit, qui n'a rien de gauche, qui a surtout beaucoup de libertaires et qui est surtout très libérale. Donc la gauche d'en bas. Une réaction, et ensuite on va parler de la France. Non, mais je ne suis pas en désaccord avec ce que dit Michel à la fin, mais pour moi, c'est plus la gauche, quoi. C'est des gens.
C'est les gens, vous avez raison, c'est le petit peuple, comme on disait avant. Vous avez raison, parce que je m'en fous finalement, droite-gauche. Au bout du compte, cette idée de dire, alors droite, gauche, extrême droite, etc., est-ce que c'est ça vraiment la chose importante, quoi? Ça, vous avez raison. On veut sortir les gens de leur souffrance et de leur misère. Et après, on est en dehors de tout. Il est de droite, donc ça ne va pas pouvoir le faire. Marine Le Pen, elle a dit qu'elle allait regarder cette initiative. Là où Michel a une bonne intuition, c'est que, effectivement, là où il a raison, c'est que ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire l'alliance des bourgeoisies de droite et de gauche, on est tenté intellectuellement, et il a tout à fait raison, de rassembler tous ceux qui sont écartés de cette alliance des bourgeoisies. Et donc, le peuple de droite et le peuple de gauche. Pour parler comme Mitterrand. C'est le fil conducteur. Voilà, c'est effectivement là... Ils m'insultent tous. Je veux dire que le Jean-François Kahn ou le Julliard, etc., c'est leur truc, parce que l'union de la droite et de la gauche, c'est obligatoirement fasciste. Pour leur dire qu'il y a 2 exemples récents après le fascisme. Il y en a un qui s'appelle Emmanuel Macron. Oui. Qu'il a obtenu, lui, gauche et droite réunis avec le libéralisme, et qu'il y en a aussi qui s'appelle le général de Gaulle. Mais c'est ce que j'allais dire. Et que le général de Gaulle a quand même, avec ses propositions extraordinaires, le régionalisme, qui nous fait prendre la participation... Bien sûr. Voilà qui nous fait prendre de la hauteur pour cette dernière ligne droite. Une certaine idée de la France. Et une certaine idée de la France. Prendre de la hauteur parce qu'on est... Oui, non mais parce qu'on parle de Gaulle, parce qu'il est très grand. On parle de Gaulle, de la France. J'aimerais savoir, messieurs, qu'est-ce qui fait l'essence même de la France? Parce que vous... Tous les deux, vous avez une idéologie, une vision pour la France. Qu'est-ce qui fait l'essence de la France? Est-ce que c'est un État, une culture, une religion, une histoire, une langue, un territoire, une philosophie, des valeurs? Ah mais c'est tout ça. Je ne vois pas pourquoi je choisirais. C'est une façon d'être, de faire, de parler, de penser. C'est une littérature. Il y a même une grande tradition dans cette littérature. Prenez Montaigne, par exemple, cette espèce de liberté d'esprit, cette espèce d'intelligence, d'amour du monde sous toutes ses formes. Vous ajoutez Descartes. Le cartésianisme, c'est pas rien. C'est pas étonnant que les indigènes de la République détestent Descartes en disant qu'il est l'inventeur de la férocité blanche. Vous avez au XVIIe, XVIIIe, on peut continuer si vous voulez. Vous avez Marivaux, le marivaudage, cette façon de parler pour séduire et pour plaire. Aujourd'hui, c'est tout de suite MeToo et ce genre de choses. Continuez avec le 19e et vous aurez vu... Alors, Eric ne sera pas content, mais Victor Hugo. Ah si, j'aime Victor Hugo quand même, évidemment. Non, je trouve qu'en politique, il dit beaucoup de bêtises, mais c'est un grand écrivain, un immense écrivain. Oui. Et la France, d'une certaine manière, c'est ça. C'est aussi Albert Camus, algérien, dont on se moque de la couleur des gens, de l'origine des gens. C'est un amour, la France. C'est un amour de ça, de la culture, du pays, de la tradition, de la langue, en disant, mais pour moi, tous les étrangers sont bienvenus s'ils aiment la France. S'ils ont envie de dire, eh bien, on veut contribuer à ce pays qui est formidable parce qu'il y a une musique. Il y a quand même des grands musiciens, il y a des grands peintres, mais il y a un art de vivre, il y a une cuisine, il y a des paysages, il y a des façons d'être et de faire, il y a une sensibilité, il y a une langue. C'est-à-dire que le philosophe sait bien que parler l'allemand, parler le grec ou parler le français, c'est pas exactement la même chose. Et que, par exemple, des gens comme La Rochefoucauld, comme Chamfort, comme Vauvenargues, tous les moralistes du XVIIe, enfin Chamfort était du XVIIIe, mais tous les moralistes du XVIIe sont des gens qui écrivent une langue extraordinaire pour pénétrer l'esprit français qui est une psychologie particulière et qu'il n'y a nulle part ailleurs cette façon d'être ou de faire. Donc on dit, mais il y a ça, c'est un patrimoine extraordinaire, venez si vous voulez y contribuer, vous êtes bienvenus. Maintenant, si vous ne voulez pas y contribuer et que vous avez envie de casser la maison, peut-être qu'à ce moment-là, on va envisager les choses autrement. Éric Zemmour. Alors, moi, j'essaierai de vous répondre. Moi, je dirais, la France, c'est un peuple, un territoire, les paysages, cher Michel, absolument, un territoire, et une civilisation. Et je pense que... Pas suffisant. Parce que ça marche aussi bien pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la... Bien sûr, mais c'est une civilisation... Attendez. Là, vous êtes en train de dire ce qu'est un peuple, mais pas la France. Mais c'est le peuple français. Le territoire français. La civilisation française. Mais attendez. Et, si vous voulez, qu'est-ce que la civilisation française? Vous savez, Malraux disait qu'est-ce qu'une civilisation? C'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Et donc, pour moi, la civilisation française, c'est tout ce qui s'est agrégé autour du catholicisme. Et il y a la fameuse phrase du général de Gaulle qu'on connaît par cœur. Qu'est-ce que le français? C'est un peuple de race blanche avec la religion chrétienne et la culture gréco-romaine. C'est ça la France. Alors ça ne veut pas dire que, évidemment, il y a des Français de souche et des Français de branche. Et là, Michel a raison, les Français de branche, c'est ceux qui viennent et qui ne sont pas du peuple d'origine, qui n'étaient pas là dans le passé, mais qui veulent s'agréger à cette civilisation magnifique, etc. Ça, moi j'en suis, donc je ne vais pas faire le mariole. Moi aussi, depuis 10 siècles, bon, ben, vous voyez, d'origine viking, voilà. Eh bien, vous avez des peuplements. On est d'accord là-dessus. Mais ce qu'il me semble, et j'aimerais avoir cette conversation avec vous, c'est que j'ai l'impression
que, alors vous êtes, comme je vous ai dit, vous êtes évidemment enraciné. Moi, je crois que c'est ça que la gauche ne vous pardonne pas. Vous voyez, c'est entre nous, mais je pense qu'ils vous traitent de fascistes parce que vous êtes encore les pieds dans la terre, vous aimez le pays, vous aimez la terre, vous aimez le peuple, et c'est ça qu'ils vous pardonneront jamais. Je vous dis ça entre nous. C'est vrai. Bon, au-delà des soi-disant prétextes politiques et idéologiques. Mais en revanche, ce que je voudrais avoir comme conversation avec vous, c'est qu'il me semble qu'il y a deux phénomènes fondamentaux qui font la France, qui font même pour moi la grandeur de la France, et que vous combattez vigoureusement. C'est d'un côté le catholicisme, de l'autre l'État. Le catholicisme, c'est la France, vous le savez très bien, historiquement, c'est évidemment l'Église qui fait la France, c'est évidemment le catholicisme qui fait la France, et même quand on s'oppose au catholicisme, quand on s'oppose à l'Église, vous savez bien, vous êtes vous-même issu de cette gauche proudhonienne, ce socialisme libéral, libertaire du 19e siècle, qui est lui-même le produit, même en révolte, du catholicisme. Hein. C'est comme Voltaire. Vous savez très bien que Voltaire est éduqué par les jésuites, et donc s'il tape sur l'Église, c'est parce qu'il en est lui-même le produit. Donc ça, c'est une première chose. Et alors que vous êtes un matérialiste, vous êtes un athée, etc., irreligieux, vous avez beaucoup tapé sur la religion catholique. Et deuxième... Sur les trois religions. Sur les trois religions. Mais, oui... D'accord. C'est pas la même chose. Vous avez raison. Vous avez tapé sur les trois religions, mais j'ai l'impression, et on a en commun de dire son fait à l'islam, mais j'ai l'impression que la différence, c'est que vous dites son fait à l'islam, et avec beaucoup de courage et beaucoup de pertinence, mais ce n'est pas pour défendre la civilisation dont vous venez, la civilisation chrétienne, mais c'est pour défendre l'individu, sa liberté, etc. Vous êtes plus moderne que moi. Et deuxièmement, pour l'État, je pense que... notre débat girondin, jacobin, j'adore ce débat et on pourrait passer des heures. C'est un plaisir de discuter de ça avec vous. Mais je pense que vous passez à côté d'une chose, et vraiment je vous le dis sérieusement, c'est que la France sans l'État, ce n'est rien. Je suis d'accord. Alors, catholicisme et État. Alors, sur le catholicisme, vous avez raison. J'ai été plus virulent que je ne le suis. Et je trouve qu'il n'y a pas d'élégance à tirer sur une ambulance. À mettre une baffe à sa grand-mère, comme disait Marx. Oui, c'est ça. Donc, je me dis, bon, j'ai différé des livres et j'ai même renoncé parfois à certains livres en me disant, c'est pas forcément l'heure de blesser des gens qu'on a déjà massacrés, etc. Donc, ça, c'est pas un ralliement. C'est simplement cette idée qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi ou d'adversaire. Et je pense qu'en termes de religion, même si je reste un athée, je suis sensible à la spiritualité chrétienne, à la musique, à la peinture, à la littérature, à tout ce qui a rendu possible, évidemment. Et vous êtes d'accord que c'est la France? Le catholicisme? Non, c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe. C'est l'Europe. D'accord, ok. C'est l'Europe, et l'Europe est judéo-chrétienne. Bien sûr, bien sûr. Et vous oubliez le protestantisme. Non, j'oublie pas. Rien. Qui est le produit d'un catholicisme retourné. Absolument. À quoi on ajoute, et là je veux bien aussi imaginer, mais j'ai fait un gros livre qui s'appelle Décadence pour expliquer comment les choses se sont passées dans le détail. Mais oui, bien sûr que la Révolution française est un produit du catholicisme, mais un produit négatif. Bien sûr. C'est pas exactement la même chose de dire qu'on détruit le catholicisme et de dire mais c'est donc par rapport au catholicisme que vous agissez, ou de dire c'est exactement la même chose. Sous-entendu, l'amour du prochain des catholiques est devenu la fraternité des jacobins ou des révolutionnaires. Non, mais c'est ce que Chesterton appelle les idées chrétiennes devenues folles. Mais oui, sauf que je pense simplement que j'adore Malraux. Ouais. Un gaulliste de gauche, hein. Absolument. C'est mon truc avec. C'est vrai. C'est plus votre côté. Je vous l'accorde. Absolument. Oui. Et donc on voit bien que une civilisation, c'est une spiritualité. Une spiritualité, c'est un texte. Un texte, c'est une religion. Voilà. Donc on construit sur la Bhagavad Gita, sur la Bible, sur la Torah, sur le Coran, etc. Et moi, je suis un vitaliste en histoire. C'est pourquoi aussi les vitalistes sont des fascistes, etc., parce qu'ils ne sont pas des matérialistes dialectiques. Je pense que les civilisations sont vivantes et qu'il y a donc des croissances et des pleins moments d'acmé. Je suis d'accord. Le 17e français. Bien sûr. Avec des pages magnifiques sur toute la thèse de Spengler, quoi. Et après, il y a des décadences, etc. Oui, alors moi j'ai fait une partie de ma thèse sur Spengler, et je ne suis pas spenglerien, mais sur le vitalisme, mais c'est l'idée, c'est ça. Morphogénèse pour faire les civilisations. Et puis à un moment donné où c'est le déclin. Ça décline, ça s'en va, puis ça disparaît. Mais ça, on partage. On est dans une période de déclin et de décadence, c'est évident. Hegel. Je suis hegelien pour le coup. Quand Hegel fait sa philosophie de l'histoire, il dit mais on a Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome, l'Europe, et toutes ces civilisations, elles ont existé, mais elles ont disparu. Tout le monde connaît les pyramides de Luxor, par exemple, ou en Égypte, les pyramides. Et puis vous vous dites plus personne ne croit à Horus aujourd'hui. Tout le monde connaît l'Agora d'Athènes, mais personne ne croit aujourd'hui à Zeus, etc., etc. Et donc, il y a un moment donné où la religion, il faut la penser en termes dynamiques et dialectiques. Je suis d'accord. Et je pense que
Pour l'heure, si on veut faire effectivement un travail sur la civilisation, on peut épargner le catholicisme. Ça me paraît j'allais dire presque de bonne guerre. Exactement. Vous aviez une deuxième remarque, c'était sur le... Oui, sur l'État. Alors, l'État, c'est exactement la même chose qu'avec avec le souverainisme ou avec le populisme. C'est-à-dire que ce sont des mots qui sont vraiment difficiles à nettoyer. Ils sont salis. C'est un peu comme le mot hédonisme. J'ai voulu pendant un temps restaurer un hédonisme philosophique. Ça ne marche pas. L'hédonisme, c'est cigarette, whisky et petites pépées. Et on n'y arrivera jamais, même si on dit mais non, l'hédonisme, c'est l'art tragique de savoir que la mort est là, etc. C'est pas exactement la même chose. C'était bien tenté. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un État fort et en même temps décentralisé? Oui, et votre question est la bonne question parce qu'elle me permet de répondre clairement. Ça se trouve chez Proudhon dans Théorie de la propriété. Proudhon, alors évidemment, il y a un moment donné où il est contre l'État. Proudhon est un pragmatique. Donc le siècle a été riche, il est intervenu sur des moments historiques. Bon, parfois il dit des choses qui peuvent paraître contradictoires. Sur la fin de son existence, il dit mais il faut du communalisme libertaire, du régionalisme, des parlements provinciaux, etc. Et l'État est la garantie de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'État girondin, l'État jacobin d'un côté qui serait la seule formule pour l'État. Il y a aussi une formule de l'État girondin. C'est-à-dire que c'est un argument de guerre contre les Girondins que d'avoir dit, c'était les Jacobins et Robespierre qui disaient que c'était le fédéralisme, c'était le contraire de l'État, que c'était vouloir détruire la nation, etc. Mais pas du tout. C'est exactement comme avec l'Europe libérale. Moi, je suis contre l'Europe libérale. On me dit, vous êtes contre l'Europe. Je dis, mais vous n'avez pas compris, il y a libéral aussi dans l'Europe libérale. Donc, nous, dans la revue, on n'est pas contre l'Europe, on est contre l'Europe libérale. Et dire simplement que enlever le mot libéral et l'Europe, c'est formidable, eh bien, c'est exactement la même chose avec l'État. Si l'État doit être jacobin, il ne m'intéresse pas. Si l'État doit être girondin, il est reformulé autrement, on le repense autrement. Et à l'heure des réseaux, à l'heure des rhizomes, à l'heure des circulations comme celle-ci, des connexions perpétuelles, je pense qu'on peut repenser l'État français en dehors de la configuration jacobine. Éric Zemmour, est-ce que c'est possible? D'abord, le jacobinisme, accordez-moi, je ne suis pas là pour défendre les jacobins, mais que c'est une période tragique et qu'une période vraiment extrême. Et que même le grand historien monarchiste Bainville reconnaît que les Jacobins ont sauvé la France de l'invasion en 93. Même Bainville le reconnaît. Ouais, ça, je suis pas d'accord. Mais non, mais vous avez tort, parce que je vous répète que c'est vos Girondins qui ont déclaré la guerre, qui ont été incapables de la mener. Il nous reste à peu près 3 minutes. 3 minutes, alors je vais vite. Très vite, est-ce que vous avez un pays qui... La Suisse? D'accord. Okay. Qui quoi? J'ai compris. Vous avez envie de tous les deux. Un pays qui ressemble à ce modèle d'équilibre entre l'État et la... Voilà. Alors, très bien, la Suisse, très bien sur le plan de la démocratie, mais pas sur le plan de la puissance. Vous comprenez bien qu'il faut un État puissant, parce que ce qui me gêne... avec... je vais vous dire. L'heure de la puissance est terminée pour la France. Mais il n'y aura de puissance pour la France que dans l'Europe. Mais là, vous êtes anti-gaulien, mon cher Michel. Vous êtes anti-gaulien. Mais si, le général de Gaulle a très précisément dit que son Europe était une Europe des nations. Mais bien sûr, mais il parle de puissance et il parle d'indépendance et il faut être fort. C'est pour ça qu'il fait la bombe atomique. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut un État. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une contradiction qui permettrait une puissance. Laissez Éric Zemmour terminer. Il y a une contradiction, je pense, c'est que quand vous dites « je suis contre l'Europe libérale », et je suis pour la décentralisation, je suis pour le girondisme, etc. D'après moi, il y a une contradiction. C'était votre Europe libérale, elle est aussi pour la décentralisation. Oui, c'est vrai. Elle est pour l'Europe des régions. Oui. Elle est parce que pourquoi? Parce que les grands groupes préfèrent des régions et plus faibles évidemment que des États qui vont les écraser. Et c'est pour ça que l'Europe a déshabillé l'État français par le bas et par le haut. J'ai cité déjà la vieille formule de mon ami William Abitbol qui disait à Bruxelles j'enlève le haut et en Corse j'enlève le bas. Donc c'était ça. Et l'Europe ça a été ça. Donc vous êtes pour vous taquiner, je dirais, l'idiot utile de l'Europe dans cette histoire-là. Je crains que ça. Parce qu'effectivement, eux, ils sont pour la décentralisation aussi et ils veulent absolument donner le plus de pouvoir en bas pour déshabiller le plus possible le pouvoir étatique. Exactement. Michel Onfray, vous avez le mot de la fin. Allez-y. Mais je souscris à ça parce qu'effectivement, ils veulent détruire les nations. Mais exactement. On peut vouloir une décentralisation forte, un État fort pour conserver la nation.
Moi, je fais le pari qu'on doit pouvoir regardez en fabriquer... Espagne, regardez ce qui s'est passé. Le futur. Je pense qu'avec la revue, on a ce désir de dire, mais n'écoutez plus toutes les sornettes qui ont pu être racontées. Maintenant, on va penser un certain nombre de choses. On va faire un numéro suivant sur l'état profond, par exemple. Quelque chose qu'on devrait pouvoir penser. Très intéressant. On fera un numéro également sur l'Europe pour dire, mais les Europes, d'ailleurs, on appellera probablement ça pour dire, mais il faut mettre un S. Là, vous avez une Europe, c'est l'Europe du marché qui doit nous conduire au gouvernement planétaire. Et là, on dit, mais non, on n'aime pas ça. Mais on aime l'Europe en même temps. Et l'Europe, le général de Gaulle l'aimait aussi, pourvu que la France n'y perde pas son âme. Et une Europe européenne. Oui. Éric Zemmour, vous allez écrire dans sa revue? Ah, je sais pas, il m'a pas proposé, moi. Vous lui proposez? Il n'y a aucune... sauf les gens qui ont défendu Maastricht, je ne vois pas l'intérêt pour eux d'arriver dans un lieu comme celui-ci. Vous hésitez, Éric Zemmour? Non, j'hésite pas. Non, mais vous savez, on n'est pas adversaires du tout. Hein. On est vraiment très proches, on l'a pu remarquer, et on aime débattre ensemble. Donc vraiment... Pour faire plaisir au monde, à Libé, on pourrait peut-être, prendre date pour que Éric nous fasse un papier. Merci beaucoup, Michel Onfray, pour cette présence. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Fin de ce face-à-face. Vendredi, un autre invité pour notre prochain face-à-face hebdo. Et puis on se retrouve lundi 19h sur CNews.